Live from the Dorothy Chandler Pavilion in Los Angeles, California, the 71st Annual Academy Awards. « 21 mars 1999. Tout le gratin hollywoodien se bouscule sur le tapis rouge, souriant aux photographes, saluant les caméras. Cette année, Il faut sauver le soldat Ryan, la superproduction de guerre de Steven Spielberg, est donnée favorite de la sélection avec 11 nominations. Et ce malgré les 13 de la romance Shakespeare in Love de John Madden. Les discours et les prix se succèdent depuis près de 4 heures, quand Harrison Ford monte sur scène pour décerner l'Oscar du meilleur film. La plupart du temps, cette statuette est accordée au film qui a vu son réalisateur récompensé pour son travail, c'est pourquoi il semble évident que Il faut sauver le soldat Ryan va remporter la plus haute distinction. And the Oscar goes to... Shakespeare in Love. Harvey Weinstein en tombe presque dans les bras de sa femme avant de se mêler aux embrassades de l'équipe et suivre les autres producteurs pour l'habituelle séance de remerciements. The other guy that we really need to thank, though, is Harvey Weinstein, who had the guts, the courage, the commitment to make this picture and get it done. Here he is. Say thank you words. This was an ensemble film, and it took an ensemble team to make it. We made this movie. This is a movie about life and art life combining. It's called Magic. Le producteur semble ému. Pourtant, son nom a déjà été prononcé lors des Oscars, et le sera encore de nombreuses fois à l'avenir. Harvey Weinstein, who believed in us and made this movie. Thank you, Harvey Weinstein, especially Harvey. I want to thank Harvey and Bob Weinstein. The Harvey Weinstein Company, okay? Mais c'est la première statuette qu'il monte chercher lui-même. Pour Harvey, qui se considère comme un outsider, un David du cinéma indépendant contre le Goliath Hollywood, c'est la consécration. Pour la profession, c'est l'indignation. Miramax, la société d'Harvey Weinstein, est accusée d'avoir dépensé trop d'argent dans la promotion de ses films et ses méthodes pour rafler les prix sont pointées du doigt. Organisation de soirées en l'honneur de nominés et campagne de dénigrement de ses concurrents. Miramax et ses cadres réfutent. Tout a été fait dans les règles, aucune dépense n'étant plafonnée. La moisson d'Oscar de Shakespeare in Love n'a pas seulement profité au boss de Miramax, mais aussi à Gwyneth Paltrow, qui remporte celui de meilleure actrice pour son interprétation de Viola. Impossible de savoir si son discours de remerciement, jugé un tantinet exagéré, est sincère ou non. Ce qui est certain, c'est que Gwyneth Paltrow ne joue pas un rôle uniquement devant la caméra. Surnommée la première dame de Miramax, la jeune actrice doit sa réussite à Harvey Weinstein et pose depuis des années à ses côtés, souriante. Mais elle n'oublie pas que cet homme est une brute, un agresseur sexuel, et qu'elle aurait pu en faire les frais. En 1999, Harvey Weinstein est au fait de sa puissance. En une dizaine d'années, il a refaçonné le paysage cinématographique en produisant et distribuant des films à mi-chemin entre le film d'auteur et le blockbuster hollywoodien. Si l'on sait qu'il est à l'origine de la carrière de vedettes comme Quentin Tarantino, Ben Affleck, Matt Damon, Gwyneth Paltrow et bien d'autres, on ignore encore qu'il abuse de son pouvoir pour agresser les femmes de son entourage. « 22 janvier 1989. À une trentaine de kilomètres à l'est de Salt Lake City, nichée dans une vallée, se trouve la petite ville de Park City, principalement fréquentée en hiver pour ses stations de ski et particulièrement pendant 10 jours pour son festival du cinéma indépendant, le Sundance Film Festival. Ce soir-là, au Prospector Square Theater, est diffusé Sexe, mensonges et vidéo, première réalisation de Steven Soderbergh, qui aborde le sujet de la sexualité avec intelligence et délicatesse. Why don't you let me tape you? Doing what? Talking. About what? About sex, your sexual history, sexual preferences. Le film fait sensation et remporte le prix du public.
Harvey Weinstein ne s'est pas rendu au festival, mais dès qu'il assiste à une projection à New York, il prend conscience que ce film d'auteur a tout pour toucher un public plus large que celui des cinémas d'art et d'essai. Il en obtient les droits pour $2 millions, une première dans le circuit indépendant. Pari gagnant, Sexe, mensonges et vidéos engrange $25 millions, remporte la Palme d'Or à Cannes et renfloue les caisses vides de Miramax. Cela fait une décennie qu'Harvey a créé, avec son frère Bob, la société de distribution Miramax, contraction des prénoms de ses parents Myriam et Max. Il a alors 27 ans, a fait carrière dans la production de concerts à Buffalo, mais souhaite revenir à son premier amour, le cinéma, qu'il a réellement appris à aimer suite à un malentendu. Je suis allé voir ce film, Les 400 coups, de François Truffaut. Je croyais que c'était un film érotique. Parce que le titre Blows, 400 Blows, la traduction de 400 coups, ça faisait penser aux blowjobs, aux pipes. Alors on a fait des kilomètres sous la neige pour aller voir ce film. Il n'y a que mon frère et moi qui avons vu ce film parce que tout le monde était déçu. C'était un film en noir et blanc avec des sous-titres, pas une seule pipe. Enfin, toujours est-il que 8 de mes copains ont quitté le cinéma en courant en disant « Allez vous faire voir ». Mais Bob et moi, on est restés et on est tombés amoureux du cinéma français ce jour-là, à l'âge de 10 ans. Avec Truffaut, l'aîné Weinstein a découvert un autre cinéma que celui des studios hollywoodiens, celui des James Bond et des John Wayne, un cinéma moins manichéen qui met l'accent sur l'individu, non ses exploits, et qui ne finit pas forcément bien. Voilà le genre de film qu'il veut faire connaître aux États-Unis. Le business de la distribution consiste à acheter les droits de films déjà réalisés et d'en assurer la promotion et la diffusion dans les cinémas américains. Le secteur est extrêmement concurrentiel et les investissements sont lourds, la démocratisation des VHS au cours des années 80 faisant exploser les prix des droits de distribution potentiellement plus lucratifs. Avant Sexe, mensonges et vidéos, Miramax tire le diable par la queue en distribuant principalement des films européens dont les droits sont abordables. Mais après son premier gros coup, Harvey prend plus de risques pour promouvoir le cinéma indépendant et le rendre plus attirant. Le film de Soderbergh l'a prouvé, film intelligent ne rime pas forcément avec bâillement. D'autres investissements fructueux suivent. Mais pour une réussite, combien de demi-succès et bides? Une nouvelle fois à deux doigts de la banqueroute, le succès phénoménal de The Crying Game sauve Miramax in extremis et attire le regard de Disney qui s'intéresse au marché indépendant. Le studio mythique propose d'acheter la société, d'éponger les dettes, tout cela en leur laissant une entière autonomie pour acquérir les droits et même produire des films. Comment refuser une telle offre? Having, the autonomy to make our kind of movies and to have their kind of resources. L'âge d'or de Miramax commence. En voulant jeter un pont sur le fossé qui sépare le cinéma indépendant d'Hollywood, Harvey participe à créer ce que l'on appelle l'Indiewood, un cinéma qui octroie une plus grande liberté aux réalisateurs, moins coûteux, mais qui ne s'interdit pas une ou deux stars pour faire déplacer les foules. Pulp Fiction, financé par Miramax, en est l'exemple parfait. Pour 8 millions, le film a réuni Bruce Willis, John Travolta et Samuel L. Jackson, dont les carrières étaient en perte de vitesse. Résultat, plus de 200 millions de recettes, une palme d'or et la gloire pour Tarantino. Durant cette période, Harvey propulse des talents. Entre autres, Kevin Smith, Larry Clark, Matt Damon et Ben Affleck. C'est également Weinstein qui a obtenu les droits d'adaptation de la saga Le Seigneur des Anneaux pour Peter Jackson et qui a financé l'écriture des scénarios, avant que Disney ne le force à abandonner le projet compte tenu du budget prévisionnel trop élevé. Et en cherchant à imiter le succès de Miramax, les autres sociétés de distribution et production enrichissent le paysage cinématographique. De son côté, Bob, avec sa filiale de films de genre Dimension, connaît également de nombreux succès. En l'espace de 20 ans, ces deux New-Yorkais inconnus de l'establishment hollywoodien se sont fait une place au soleil de Los Angeles depuis la côte Est, grâce à leur volonté et à leur hargne. Car si les frères Weinstein et particulièrement Harvey ont mauvaise presse, ce n'est pas simplement par jalousie comme l'aîné le prétend. Alors on vous reproche aussi d'être terriblement dur en affaires, Harvey. Il y a une phrase qui court sur vous à Hollywood qui dit « Si vous ne vous êtes jamais fait baiser par Miramax, et vous n'avez jamais travaillé avec eux ». Alors là encore, ceux qui disent ça généralement se cachent derrière l'anonymat et bien souvent ce sont les gens qui n'ont pas de succès. Est-ce que vous avez le nom de l'auteur de cette citation? Non. Bien sûr, joke. Mais non, il n'y a que les lâches qui diront des choses pareilles.
Harvey promène son mètre 83 et ses 100 kilos dans les bureaux, sur les tournages et dans des restaurants chics, allumant une cigarette derrière l'autre, s'empiffrant de sandwich au thon, jurant comme un charretier et hurlant dès qu'on le contrarie. Manière que Ben Affleck a un jour imité à la télévision. You know, Harvey just wants to do as much as he possibly can. He was like, this is important, guys. You really need to do this. So we just did everything. He was like, crop reports in Iowa, but people listen to that shit. Get out there and fucking read it. You know what I mean? I fucking put up a lot of money for you two assholes, you know, and I'll come there and I'll have your legs broken. I'm kidding, but I'm not. You know what I mean? Shit like that. Collaborer avec Miramax s'est avéré pour beaucoup une expérience difficile, voire traumatisante. En plus d'être un négociateur intransigeant, qui ne cède rien sans rien, Harvey a des prétentions artistiques et se sert de sa position pour un droit de regard sur la production finale. Adepte des projections test, souvent considéré comme une infamie dans le cinéma indépendant, il insiste pour remonter un film, voire tourner des scènes supplémentaires, réécrire la fin, si les résultats ne sont pas bons. D'où son surnom, Harvey Scissorhands. Le réalisateur refuse d'obéir, pas de souci, Harvey menace une sortie confidentielle ou direct ou vidéo qui lui évite de perdre de l'argent tout en humiliant le cinéaste. Certains résistent comme Tarantino, à qui il voulait faire enlever la scène de torture de Reservoir Dogs, mais la plupart finissent par se coucher. Il n'attend pas nécessairement la post-production pour s'imposer et a voulu apprendre leur métier à Wes Craven ou Guillermo del Toro. Et quand un film marche, les producteurs, les réalisateurs et les acteurs voient rarement le bout d'un chèque sur les bénéfices promis par le contrat. En cas de récrimination, Harvey rétorque que les recettes ont à peine couvert le coût de la campagne promotionnelle. Tout le monde sait dans le milieu qu'Harvey n'accepte pas qu'on lui tienne tête, mais beaucoup ignorent encore ou feignent d'ignorer que cela ne se cantonne pas aux situations professionnelles. « 1995. Gwyneth Paltrow a 23 ans et sa carrière n'en est qu'à ses débuts. Sa performance a été saluée dans Flesh and Bone, mais elle doit obtenir des premiers rôles pour décoller. Ça tombe bien car Harvey Weinstein lui a proposé de jouer dans 2 films. Elle a rendez-vous avec lui pour en parler à l'hôtel Peninsula de Beverly Hills. Alors qu'elle s'attend à être amenée dans une salle de réunion ou au bar, un assistant lui déclare que la rencontre aura lieu dans la suite de Weinstein pour plus de discrétion. Harvey l'accueille, sympathique et drôle comme il sait l'être dans ses bons jours. Il parle d'une éventuelle collaboration, sans ambiguïté. Cependant, quand l'affaire est conclue, le producteur pose ses mains sur ses cuisses, commence à la caresser et lui propose de passer dans la chambre pour se masser mutuellement. Gwyneth refuse et Harvey insiste sans arrêter de la toucher. Finalement, elle prétexte que quelqu'un l'attend et parvient à quitter la suite, ayant pris soin de ne pas lui reprocher sa conduite. Paltrow est choqué, ne sait pas quoi penser de cet incident et en parle à son compagnon, Brad Pitt. L'acteur va confronter Weinstein lors d'une première et lui interdit de poser la main sur sa petite amie. He said if you ever make her feel uncomfortable again, I'll kill you or something like that. That's awesome. Yeah. Harvey Weinstein est un prédateur sexuel. L'effet que, adolescent, il ait cru que Les 400 coups soit un film érotique ou que dans les années 80, il ait réalisé avec son frère un film à l'humour parfois grivois ne disent rien de son comportement. Chloe, I'll tell you, I read this book about emotional problems and it said that sometimes you just have to accept people as they are, you know? Mais qu'il est écrit dans la Gazette de l'Université de Buffalo les aventures d'un personnage nommé Denny the Hustler semble déjà plus révélateur. Écoute bébé, je suis probablement l'homme le plus beau et le plus excitant que tu ne voudras jamais rencontrer, et si tu refuses de danser avec moi, je vais sûrement t'éclater cette bouteille derrière le crâne. Énergie brute, puissance, elle ne peut pas refuser. Un nouveau succès pour Denny the Hustler, peut-on lire dans le numéro du 22 février 1971. Une étrange conception de la séduction. Harvey Weinstein, lui, ne menace pas les femmes avec une bouteille, mais avec des contrats. Et toujours après avoir essayé d'obtenir ou obtenu, sa danse. Sa technique est rodée, il invite actrices, mannequins ou employés dans sa suite pour une réunion de travail, de préférence assez tôt le matin pour ne pas éveiller les soupçons. Il lui ouvre en peignoir et après quelques échanges anodins, fait des propositions sexuelles, déploie ses arguments. Un rôle, une mise en contact, une augmentation. Quand elle refuse, ce qui est souvent le cas,
il insiste et parfois se passe de son consentement et lui saute dessus. I'm telling you right now. What do we have to do here? Nothing. I'm gonna take a shower. You sit there and have a drink. Water. Don't drink. Can I stay on the bar? No, you must come here now. No. Yesterday was a kind of aggressive for me. I need to know a person to be touched. I won't do a thing. Go to the bathroom. Come here. Listen to me. I want to go downstairs. I'm not gonna do anything. You'll never see me again after this. If you embarrass me in this hotel. I'm not embarrassing you. It's just that I don't feel comfortable. I mean, don't have a fight with me on the phone. Please, I'm not gonna do anything. I swear, my children. I'm very comfortable right now. Come in now, and 1 minute, and if you want to leave, when the guy comes with my Why jacket, yesterday you touch my breast? Oh, please, I'm sorry. Just come on, I'm used to that. Conscient que son comportement ne se résume pas à de l'insistance, il propose ensuite contre une jolie somme un contrat de non-divulgation qui empêche la signataire de déposer plainte ou même d'évoquer son nom. Une technique testée et approuvée à Hollywood comme ailleurs, mais qui fonctionne tant que l'on reste puissant. I'm glad I'm the fucking sheriff of this shit-ass fucking town. Enregistrée en 2000 par un journaliste molesté par Harvey Weinstein lors d'une soirée, cette phrase en dit long sur l'influence du producteur, ou tout du moins tel qu'il l'imagine. Harvey Weinstein s'est autoproclamé shérif de New York et l'affiche de Nevada Smith épinglée derrière son bureau traduit cet état d'esprit. Comme Steve McQueen, il est prêt à dérouiller quiconque se met en travers de son chemin. L'argent et le succès l'intéressent moins que le pouvoir, il se rêve en faiseur de roi. C'est pour influencer l'opinion qu'il lance le magazine Talk en 1999. Harvey s'investit pour lever des fonds pour le Parti démocrate, pour une association qui lutte contre le sida, pour les familles des victimes des attentats du 11 septembre et, comble du cynisme, en faveur des droits des femmes. Proche de la presse à scandale et cinéma, il s'arrange pour que ses acteurs fétiches comme ses films soient bien représentés, tue dans l'œuvre des enquêtes sur lui et Miramax. Mais il se rend compte, après avoir accepté par vanité d'être suivi par un journaliste du New Yorker, que la presse d'investigation est moins simple à séduire. En 2002, le magazine sort un reportage qui dépeint Weinstein sous des traits peu reluisants. Et Richard Gere a beau essayer de nuancer le portrait du producteur au Golden Globe 2003, There's a guy I'd like to really thank here that people don't thank enough, but there's a kindly, wonderful, gentle man that we all deeply love. His name is Harvey Weinstein. A little rough around the edges, but a heart of gold. And we do love you. And this is a good man. People don't know that, but he's done a lot of good things in life. They'll write an article about that someday, too. New Yorker. Le comportement d'Harvey commence à lui jouer des tours. On le remercie toujours aux Oscars, mais plus les années passent, moins on hésite à se moquer. Gosh, up until now I thought Monsters Incorporated was a documentary on the Weinsteins. But... oh... Congratulations, you 5 ladies no longer have to pretend to be attracted to Harvey Weinstein. Voire à évoquer publiquement son comportement de prédateur. Do you have any advice for a young girl moving to Hollywood? I'll get lively with it. When Harvey Weinstein invites you to a private party in the Four Seasons downtown. C'est que, à compter des années 2000, l'étoile de Weinstein pâlit. Comme l'a révélé le New Yorker, Miramax ne se porte plus si bien. Le magazine Talk s'est soldé par un échec et a fait perdre plus de 50 millions. Et Harvey a beau le répéter, To me, I'm still the underdog. I felt that way when I was young, and sometimes I still feel that way. Il n'est plus un outsider. Délaissant l'achat de droits et les films de moyen coût, il s'est lancé dans le jeu des grands studios avec des productions ambitieuses et peu rentables, voire déficitaires, comme Gangs of New York de Martin Scorsese. Et cela lui réussit moins. En réalité, c'est la division de Bob qui permet à Miramax de publier de jolis rapports de fin d'année avec des franchises lucratives comme Scream ou Scary Movie. Qui plus est, le torchon brûle avec Disney. En 2004, la distribution de Fahrenheit 9/11, le documentaire réquisitoire sur la présidence Bush, décide Disney à ne pas renouveler le contrat des Weinstein. L'année suivante, Harvey et Bob laissent la marque au nom de leurs parents derrière eux. The Weinstein Company naît de cette séparation, et bien que leur nouvelle société produise et distribue des films à succès, Harvey ne fait plus la pluie et le beau temps. Le cinéma indépendant qu'il a participé à créer se fait désormais sans lui, et il n'est plus qu'un producteur comme tant d'autres, certes riche et puissant, mais plus intouchable. Fin août 2017, alors que l'ouragan Harvey traverse l'Atlantique Nord et détruit tout sur son passage,
des journalistes s'affairent dans l'ombre pour recueillir des témoignages sur Harvey Weinstein. Des accusations directes ou voilées avaient commencé à apparaître ci et là, mais rien encore de l'ampleur de l'article publié par le New York Times le 5 octobre. Le producteur y est accusé d'avoir agressé sexuellement des actrices et d'anciennes employées, puis d'avoir acheté leur silence. Le New Yorker enfonce le clou en écrivant noir sur blanc le mot viol dans son enquête. En quelques jours, le monde d'Harvey Weinstein s'écroule. Thank you, man. Weinstein's wife announced last night she was leaving him in the light of the allegations. We're glad to see you're doing okay. Thank you. Guys, I'm not doing okay. You're not? I'm trying. I gotta get help, guys. Il est bien trop tard pour penser se faire soigner. Les langues se délient et ce ne sont pas moins de 80 femmes qui vont révéler avoir fait les frais des pulsions du producteur. La couverture médiatique de l'affaire Weinstein dépasse les États-Unis et forme le mouvement MeToo. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, il donne la parole aux victimes d'agresseurs sexuels, jusqu'alors muselées par des contrats ou effrayées. C'est un autre type d'ouragan qui souffle ceux qui se sont longtemps crus au-dessus des lois. On ne compte plus les chutes. Le commun des mortels se demande comment les méfaits du producteur ont pu aussi longtemps rester secrets, tandis que des stars affirment qu'il s'agissait d'un secret de polichinelle et reprochent le silence de leurs collègues, et d'autres qu'elles ne savaient rien. Peter Biskind, journaliste et essayiste, auteur d'un livre enquête sur le cinéma indépendant et qui a fait la part belle aux frères Weinstein, tente d'expliquer. Le comportement dominateur de Harvey était connu de tous, mais pas ses crimes, dissimulés par des contrats et des manœuvres d'intimidation. Des rumeurs couraient qu'il était difficile de distinguer de promotion canapé. À Hollywood, où la richesse et l'influence sont principalement détenues par les hommes, la nocivité de cette pratique a longtemps été atténuée. Mais l'abus de position est sans doute une forme de coercition. Le 11 mars 2020, Harvey Weinstein est condamné à 22 ans de prison. Il ne pourra pas être libéré avant 2039, sans compter que de nouvelles inculpations peuvent être prononcées. Ainsi, Harvey Weinstein aura révolutionné le cinéma de deux manières. Si son ascension a permis au cinéma indépendant de toucher un plus large public, a propulsé des carrières et offert aux spectateurs des films de qualité, sa chute a forcé Hollywood à faire un examen de conscience et accorder plus de crédit à la parole des femmes. Un examen de conscience qui a d'ailleurs dépassé les frontières du 7e art et les frontières des États-Unis. Quand il a commencé à s'impliquer dans la politique dans les années 2000, Harvey Weinstein ne cachait pas son ambition de changer la société. Il y est parvenu à ses dépens. Et pour le meilleur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez appréciée, sachez que vous pouvez laisser un petit pourboire sur ma page Tipeee, c'est ma principale source de revenus, et c'est ce qui me permet de me verser un salaire chaque mois. En attendant, moi je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo le mois prochain, et je vous dis à bientôt. Bye!